d'exposition est relativement ancienne, on pourra multiplier les exemples, mais si les écrivains entretiennent des relations assez anciennes avec le domaine de l'exposition, un élément a un petit peu changé dans cette histoire au cours des dernières décennies, c'est le fait que les écrivains se sont vus confier assez régulièrement des rôles auxquels ils n'étaient pas accoutumés jusqu'à présent. Depuis un certain nombre d'années maintenant, de nombreuses institutions muséales ou lieux d'exposition ont convié des écrivains en leur attribuant un rôle assez différent de celui qui leur était habituellement dévolu, à savoir l'écriture de la critique d'art tout simplement, ou l'écriture de textes pour des catalogues d'exposition. Et ce rôle un peu particulier, un petit peu différent, c'est celui de commissaire d'exposition. Et il s'agit de toute évidence là d'un des avatars les plus récents des relations assez polymorphes entre le monde littéraire, les écrivains et le monde muséal, et des relations que les écrivains entretiennent avec ce médium particulier que constitue l'exposition. Alors ce phénomène, qui est somme toute relativement récent, semble gagner en vigueur au cours des dernières années, sans qu'on sache au juste si le mouvement est encore en pleine ascension ou s'il a déjà atteint sa crête. On le saura plus tardivement probablement. Mais ce qui est évident, c'est que ce mouvement, cette dynamique, elle est dans l'air du temps. J'en veux pour preuve non seulement le nombre d'écrivains qu'on a invités aujourd'hui à venir parler de leurs expériences en la matière, mais le fait que Caroline Lamarche, qu'on a initialement invité à venir prendre part à la journée pour qu'elle nous parle de la carte blanche que nous lui avons offerte sur le site littérature mode d'emploi pour réaliser une expo en ligne, eh bien, a été contactée par une galerie d'art. Elle nous en parlera tout à l'heure pour préparer une exposition, ce à propos de quoi elle échangera tout à l'heure avec Sofiane Lagouati. Alors, ce phénomène de sollicitation donc de personnalités extérieures au monde muséal par les musées n'est pas réservé aux écrivains, loin s'en faut. Et pour mieux comprendre cette tendance, ce que je vous propose, c'est d'opérer un petit retour en arrière et en même temps un élargissement de perspective. D'un point de vue historique, de façon assez naturelle, ce sont en première instance les artistes eux-mêmes qui ont été les premiers à endosser ce rôle de commissaire invité. Et en réalité, l'idée de consacrer une rencontre à la figure de l'écrivain commissaire, elle nous vient de la lecture de l'ouvrage de Julie Baouin, consacré en 2014 à la figure de l'artiste commissaire, qui apparaît au tournant des années 60 et 70 ou 70. Et la lecture de cet ouvrage que j'ai personnellement trouvé remarquable nous a convaincus. J'en ai un exemplaire, donc je vais vous le faire passer, comme ça vous pourrez un petit peu le feuilleter. Je pense qu'il y en a à la librairie. Et en plus, il y en a à la librairie. Ah oui, il me semble. D'accord. Bon, j'en ai un exemplaire, je vous le fais passer, et on verra s'il y en a en haut. Ce qui est l'occasion de vous dire qu'il y a donc, pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué, mais normalement, comme vous êtes tous passés par là, vous avez remarqué qu'il y avait une table avec des livres qui vont directement concerner la journée, qui sont à votre disposition. Et donc la lecture de cet ouvrage de Julie nous a convaincus de consacrer une rencontre à cette figure de l'écrivain commissaire. Et comme les choses sont bien faites, eh bien Julie est l'une des 3 personnes qui ont organisé cette journée, et elle va maintenant remettre un petit peu la journée en perspective au regard de ses travaux antérieurs sur ces questions. Voilà, c'est à toi. Peut-être juste rapidement, donc concernant le mode opératoire de la journée, en fait, t'en parles après ? Ok, ça va. C'est juste pour dire, deux petites minutes, qu'on a invité, outre des répondants directement aux intervenants, 3 personnes, enfin différentes personnes qui sont des collègues institutionnels. Donc Ariane Lemieux, qui connaît bien l'expérience du Louvre, Géraldine David de la Bibliothèque Aoïto-Kiana, ainsi que Laurence Boudard. Et à ce sujet, des AML, pardon, et à ce sujet, on doit préciser qu'il y a une exposition actuellement autour des archives et musées de la littérature ici à Beaux-Arts, qui est accessible gratuitement, que vous pourriez, à l'occasion du temps de midi, éventuellement regarder. Voilà, je cède la parole à Julie dorénavant. Ok, merci David. Effectivement, David vient de rappeler que l'un de mes grands thèmes de recherche concerne la figure de l'artiste commissaire, une figure qui est loin d'être récente et qui remonte même au début du XIXe siècle.
et qui n'est pas tellement éloignée de celle qui nous intéresse aujourd'hui. Enfin, en tout cas, il existe des liens, des croisements, des différences aussi, que je vais m'ingénier, mais rapidement évidemment, à mettre en évidence dans le cadre de cette allocution. Alors, quand on se penche sur les expositions confiées par des musées à des écrivains, on constate qu'elles sont assez récentes, David l'a souligné, et qu'elles s'inscrivent d'autre part, David l'a dit aussi, dans une histoire où les artistes ont joué un rôle de premier plan. Prenons le cas de l'exposition pionnière d'Alain Robbe-Grillet organisée en 1999 au Kunstmuseum de Bergen en Norvège, une exposition conçue dans le cadre d'une série de cartes blanches données à des personnalités extérieures au musée et reposant sur le principe d'un choix très personnel opéré par l'écrivain dans les réserves et les collections de l'institution. Alors, au-delà des singularités propres de cette exposition sur lesquelles je ne vais pas revenir, elle révèle, cette exposition, un phénomène qui s'est développé dès la fin des années 70 dans plusieurs musées européens et américains, à savoir l'ouverture de leurs collections à d'autres regards que celui du conservateur de musée, et ce afin de réactiver des collections de manière plus personnelle, de manière moins rationnelle, d'attirer dès lors un nouveau public et de répondre ainsi aux impératifs événementiels auxquels étaient et sont d'ailleurs encore soumis les musées aujourd'hui. On a vu dès lors des séries se mettre en place dans de nombreux musées, parmi lesquels Artist Eye à la National Gallery en 1978 ou encore Artist Choice au MoMA inauguré en 1989. Autant de cycles d'exposition qui se sont multipliés au tournant des années 2000 et dont le principe reste plus ou moins identique. Il s'agit d'inviter des artistes à sélectionner des œuvres et puis à les exposer ensuite selon un parcours et ou un discours très personnel et en tout cas très éloigné des conventions et des hiérarchies muséales, notamment par la remise en cause du continuum temporel de l'histoire de l'art quand il s'agit de musées d'art, et les musées d'art ne sont pas les seuls concernés. Donc cette invitation lancée à Robbe-Grillet, elle ne peut se comprendre indépendamment de cette stratégie muséale-là, ni indépendamment de l'histoire des expositions d'artistes. Mais si ce que je viens de dire laisse sous-entendre que la figure de l'écrivain commissaire dérive en quelque sorte de celle de l'artiste commissaire, ce n'est pas tout à fait satisfaisant comme analyse, car cela voudrait dire que l'écrivain ne serait finalement invité qu'en vertu de la nécessité de renouveler le profil des curateurs. Autrement dit, après les artistes, invitons des écrivains, invitons des dramaturges, des cinéastes, etc., etc. Alors, ce n'est pas tout à fait faux, parce que l'écrivain est au même titre qu'un plasticien une personnalité, un créateur, qui incarne le vivant, le présent, et qui est donc lui aussi susceptible de répondre à cette volonté muséale qui est de contemporanéiser les collections par un regard qui nécessairement est attendu comme différent, original, inventif. Mais l'écrivain est aussi et avant tout un auteur. Et là, on peut évidemment faire le lien avec un autre phénomène qui s'est manifesté avec force à la fin des années 70, à savoir le phénomène d'autorisation de l'exposition. Avec des organisateurs d'expositions d'art comme Harald Zeman, Pontus Hulten, Janouth, l'exposition a pris parfois, et même souvent, l'allure de mise en espace d'un récit, de fiction plus ou moins personnelle. À titre d'exemple, l'exposition Grand-père, un aventurier comme vous et moi, conçue par Zeman en 1974 dans une galerie à Berne. Ainsi, bien que l'exposition ne soit a priori pas le médium privilégié de l'écrivain, alors qu'il l'est nécessairement pour l'artiste, elle a pu le devenir dès lors qu'il fut admis qu'une exposition puisse être la mise en espace d'un récit et que l'organisateur, dès lors, soit considéré comme un auteur. Parallèlement à ces phénomènes, il en existe d'autres qui ont joué un rôle dans cette reconnaissance de l'écrivain comme commissaire d'exposition. David le rappelait, je crois. À partir des années 80 surtout, de nombreux musées se sont intéressés à la littérature, se sont réintéressés à la littérature, et donc on a vu se multiplier des expositions sur des écrivains. Un autre élément, ce sont ces œuvres hybrides d'artistes contemporains qui, comme Sophie Calle par exemple, ont contribué à exposer la littérature au musée et donc à réévaluer ces liens étroits et anciens entre le domaine de l'art et le domaine de la littérature.
Donc tous ces aspects seront sans nul doute abordés tout au long de cette journée. D'autres questions soulevées, bien évidemment. Je voudrais encore, je ne serai pas trop longue parce que nous avons déjà pris du retard, relever encore quelques cas emblématiques, essentiellement français, qui ont été vraiment des cas qui ont nourri nos réflexions lorsque David, Sofiane et moi, nous avons réfléchi à cette journée. Lors de nos premières recherches, nous nous sommes évidemment intéressés aux fameuses cartes blanches données au tournant des années 2010 par le musée du Louvre à des écrivains comme Umberto Eco, Jean-Marie Gustave Leclésio, Jean-Philippe Toussaint ou encore Philippe Gian. Ces expositions devaient d'ailleurs être évoquées aujourd'hui dans le cadre d'une intervention d'un exposé de Pascal Thorez, conservateur au département des arts graphiques du Louvre, qui a accompagné la plupart de ces écrivains dans la conception de leur exposition. Malheureusement, il y a eu un empêchement, mais heureusement, elle était citée tout à l'heure, Ariane Lemieux, ici présente, en parlera à différents moments de la journée, puisque Ariane a consacré sa thèse de doctorat à l'intrusion de l'art contemporain au Louvre, à travers l'analyse du cycle Contrepoint, qui effectivement porte principalement sur des interventions d'artistes, mais a bien évidemment des relations avec ces invitations lancées à des écrivains. Alors, ces expositions au Louvre, elles ont assurément joué, et pas seulement en France, un rôle dans la reconnaissance de l'écrivain comme commissaire, et c'est peut-être d'ailleurs le succès critique rencontré par ces projets, en tout cas dans le monde de l'art, qui a conduit Jean Deloisy à inviter en 2016 l'écrivain Michel Houellebecq à organiser au Palais de Tokyo à Paris une exposition. Alors là encore, c'est une exposition intéressante à plus d'un titre, d'autant que le principe diffère de celui que j'ai mis jusqu'alors en exergue. Houellebecq n'a pas sélectionné des œuvres dans une collection afin de les réexposer selon un parcours personnel, il s'est plutôt auto-exposé. Exposer donc sa personne à travers ses œuvres. Donc là, on a aussi le plasticien qui se cache derrière l'écrivain et à travers aussi son goût pour l'art en invitant des artistes qu'il apprécie, qu'il connaît. Par ailleurs, cette exposition, elle suivait la parution de La carte et le territoire, un ouvrage où il était justement question du milieu de l'art contemporain. Et là encore, c'est une particularité, enfin, c'est une réflexion qu'on se fait là, on ne dit pas que c'est tout à fait arrêté. C'est une particularité propre à ces expositions conçues par des écrivains. Les écrivains, la plupart du temps, sont évidemment invités en fonction de leur notoriété. C'est un élément qu'on ne peut pas mettre de côté, le fameux name dropping. On invite des écrivains, ceux que je citais tout à l'heure, ceux que j'ai cités sont des écrivains évidemment extrêmement connus, mais il n'y a pas que ce critère-là. Ce que nous avons remarqué aussi, c'est que très souvent, les écrivains sont invités en relation avec leur accointance, avec le monde de l'art, qui apparaît de manière plus ou moins explicite dans leurs romans. En tout cas, on peut réfléchir à cet aspect des choses. Donc, c'est le cas des écrivains que j'ai cités. C'est celui aussi de l'espagnol Enrique Villamatas, à qui vient d'être confiée à Londres, à la Whitechapel Gallery, une exposition d'art contemporain. Donc, à travers ces exemples, auxquels on peut encore ajouter celui du musée de l'innocence de l'écrivain Orhan Pamuk, on voit que les façons de faire, que les enjeux sont multiples, tant du côté des écrivains que du côté des institutions qui les invitent. Et c'est d'ailleurs ce que révèle particulièrement bien notre programme, nos invités ayant conçu des expositions sur des modes et selon des objectifs très différents. On en parlait encore hier avec Emmanuel lorsque nous sommes arrivés très tard d'ailleurs. On a peu dormi. Voilà, je vais céder d'emblée la parole à Sofiane Lagouati qui va se charger d'expliquer ce programme justement. Merci Julie, on est très heureux de vous accueillir en effet ici donc, dans la rotonde Bertouille pour cette journée un peu exceptionnelle aussi pour nous, de dialogue on l'espère. Et pour revenir un peu d'un point de vue historique, au-delà des phénomènes d'autorisation et de narrativisation de l'art contemporain évoqués par Julie, on peut en effet s'étonner de celui qui consiste à faire appel aux écrivains pour donner à voir des œuvres littéraires et surtout des œuvres plastiques. Que nous disent les espaces et les institutions qui accueillent ce type d'exposition, de la galerie d'art au musée, en passant par d'autres formes d'institutions culturelles comme ici à Beaux-Arts.
Donc que nous disent ces institutions de la place à part que l'on a conférée aux écrivains par rapport à d'autres figures d'autorité? Et là, il faudra entendre le terme d'autorité dans toutes les acceptions du terme auteur. Et donc, et plus spécifiquement, dirons-nous, dans la période qui va de la fin du XIXe siècle et surtout au XXe siècle. Est-ce à dire, in fine, comme le suggérait tout à l'heure David, que nous sommes dans une période de crête et que nous arrivons à un moment donné une sorte de point de non-retour où, comme à l'image de la bibliothèque des écrivains ou à l'image des maisons d'écrivains, l'écrivain est destiné à devenir un objet de musée, comme l'augurait dans une de ses œuvres Claude Ollier dans Fudsisset, ou est-ce encore révélateur d'autre chose? Dans la thèse qu'elle consacre aux maisons d'écrivains en France, Marie-Clémence Régnier, qui participera normalement aujourd'hui à notre journée, souligne la place grandissante en fait, donnée à la patrimonialisation de toute trace matérielle de la vie des écrivains. Sur les modèles des plus célèbres, par exemple Victor Hugo, qui ont fait de leur bâtisse un musée, mais aussi de leur œuvre un musée également. Ces maisons que l'on imagine bien volontiers, et souvent peut-être à tort, comme le lieu par excellence où l'écrivain a été commissaire, étaient moins d'une dizaine à acquérir ce statut-là au début du XXe siècle. Aujourd'hui, en France, pour vous donner une échelle, il y a plus de 300 maisons d'écrivains, une dizaine en Belgique à peine, avec des fortunes aussi diverses que celles des œuvres des écrivains en question. Le cas d'Orhan Pamuk, qu'évoquait Julie Baouin, ma collègue ici, et de son roman intitulé Musée de l'innocence, est interpellant à différents égards. Le protagoniste de l'œuvre, Kemal, collige en fait dans un musée tous les objets Madeleine qui lui rappellent son amante. Ce roman a donné lieu à un véritable musée, créé par Pamuk et représentant à la fois les objets Madeleine du livre et ceux qui évoquent avec nostalgie une certaine vie turque, de la grande bourgeoisie de la fin des années 70 en Turquie, qui a disparu. En tout cas, les objets de cette vie-là ont disparu, ou en tout cas sont sur le point de disparaître. Dans l'ouvrage qui accompagne en fait la réalisation de ce musée à partir d'une œuvre littéraire, Pamuk dit la chose suivante. Je voulais collectionner et exposer les vrais objets d'une histoire fictive dans un musée et écrire un roman à base de ces objets. Et l'on voit bien ici comment justement il y a une sorte de trope, en tout cas d'une perspective un peu différente, proposée par Pamuk par rapport à notre rapport au réel et notre rapport traditionnel au monde de l'écriture et à la littérature. Ce contrepoint en fait éclaire aussi de manière assez paradoxale une sorte de besoin de relique matérielle de la littérature, une quête d'authenticité semblable à cette aura benjaminienne de l'œuvre d'art. Le musée de l'innocence, à la fois le roman et le musée, met en exergue également cette idée communément admise dans notre culture, une idée qu'on pourrait considérer comme une idée aussi reçue, que la littérature et le livre subsument tous les univers et les mondes possibles. Comme l'écrit Fernando Pessoa, la littérature est le moyen intellectuel de se passer de tous les autres arts. Un poème qui est un tableau d'idées, musical d'idées, nous rend libres par sa compréhension de voir ce que nous voulons voir et d'entendre ce que nous voulons. Toutes les statues et les peintures, tous les chants et les symphonies sont tyranniques en comparaison. Si l'on s'attarde sur la question du rapport de l'écrivain à l'exposition dans l'espace francophone, on peut affirmer qu'à la faveur des changements culturels, sociaux, médiatiques des 19e et 20e siècles, cette figure va prendre une nouvelle dimension. À cet égard, et si ça vous intéresse, vous avez une publication que nous avions réalisée avec certains d'entre vous ici et avec mon collègue David Martens et Madame Myriam Moitié-Dalmotte, un ouvrage, une publication qui est à votre disposition gratuitement juste au-dessus, là, à côté du petit point librairie, Écrivain, mode d'emploi, qui retrace en fait la représentation de ces différentes figures, fonctions et territoires de l'écrivain. Donc en fait, si l'on s'attarde sur ces différentes transformations, on va voir qu'il y a une double dimension. D'un côté, en investissant l'espace d'autres médias comme la presse, la radio, le cinéma et donc par extension l'exposition, ils assument un rôle de médiation-création de plus en plus complexe, ces écrivains. En partageant
De l'autre côté, l'espace des livres, devenu dans le cadre de livres de dialogue ou de livres de peintres, des sortes de prolongements de Simès des galeries, l'écrivain aussi affecte, ou en tout cas le statut symbolique du livre tel qu'il a été conçu jusqu'alors, va prendre une nouvelle dimension. Pour ce qui nous intéresse en particulier, c'est-à-dire cette période qu'évoquait tout à l'heure Julie, savoir la fin des années 60, et donc pour notre journée aujourd'hui, à savoir de quoi la figure de l'écrivain commissaire peut être le nom, on peut dire que l'on assiste à un changement de paradigme dans les années 60, une sorte de chiasme de l'éthos, octorial et artistique, qui n'est pas inintéressant à sonder. Manifestation singulière au carrefour de l'art et de l'édition, le livre d'artiste, tel qu'il se développe dans les années 60, témoigne d'une volonté de considérer à nouveau frais la notion d'artiste, ainsi que la perte de l'aura de l'œuvre d'art au profit peut-être de son rayonnement, c'est-à-dire l'œuvre devenue un multiple. Ils traduisent une reconsidération des expressions contemporaines des arts et de leurs moyens et de leurs producteurs. À la même période, la représentation de l'écrivain et les limites de son œuvre évoluent. Elles apparaissent comme une tentative de réinventer des modes d'expression et des modes opérateurs de la littérature pour faire fi de la mort annoncée de la figure de ce qu'on appelle, en tout cas avec Dominique Noguès, le grand écrivain, tout attaché. Le grand écrivain, écrit Noguès, c'est cet acteur non seulement de la scène littéraire, mais de la scène culturelle et de la scène publique en général, qui se promène sur Terre non seulement comme tout écrivain, en représentant de commerce de lui-même, mais aussi en incarnation de la conscience universelle. La représentation de l'écrivain par essence s'amenuise, comme le dit si bien Yann Battens dans la publication que j'évoquais plus tôt, et qui nous fait aujourd'hui l'amitié d'être parmi nous. Elle s'amenuise au profit de l'affirmation de figures qui ne déterminent plus leur être au monde et leur être à l'œuvre à l'aune seule de cet ethos. Aussi, tâcher de dresser une typologie des expositions faites par des écrivains ou sur leurs œuvres ou leur personnalité nous enjoint d'emblée de poser plusieurs questions liminaires, mais également de mettre en exergue les limites. Dans tous les cas, les perspectives sont différentes selon les acteurs impliqués, comme les espaces et les institutions qui les accueillent. C'est la raison pour laquelle nous avons convié aujourd'hui différents acteurs, comme des conservateurs, des chercheurs, qui participent à la mise en œuvre d'une exposition et que nous remercions chaleureusement de leur présence. Un dernier mot avant de commencer véritablement le programme. La rencontre d'aujourd'hui obéit à une formule, disons, qu'on a voulu aussi dialogique que possible et qui correspond à ce qu'on a l'habitude de proposer dans les journées qu'on organise dans le cadre des RIMEL. Les RIMEL, c'est un réseau qu'on a constitué avec Sofiane autour du site Littérature Mode d'Emploi et qui est l'acronyme de recherche interdisciplinaire sur la muséalisation et l'exposition de la littérature et du livre. Voilà. On s'était fait plaisir. On s'était fait plaisir, voilà. Et l'idée, c'est de mettre en discussion directe aussi bien des universitaires que des gens de musées, d'institutions muséales et d'institutions qui organisent des expositions pour essayer de réfléchir ensemble à des pratiques qui engagent l'exposition de la littérature et du livre. Un mot aussi de cette journée dans la perspective de ce à quoi elle va donner lieu. C'est une journée qu'on conçoit comme une étape dans une recherche collective qui est, c'est notre objectif en tout cas, censé donner lieu à un ouvrage, mais qu'on va concevoir, qu'on va essayer de concevoir d'une façon un petit peu différente des ouvrages académiques traditionnels. En fait, le modèle qu'on a à l'esprit, c'est celui du documentaire de télévision, dans lequel non seulement des documents sont produits, mais aussi dans le cadre duquel chaque intervenant, chaque personne, que ce soit un témoin, un spécialiste, se voit attribuer, puisqu'il est filmé lors d'un entretien par exemple, ce qu'il aura formulé devant la caméra et ici devant les micros, même s'il y a des caméras aussi. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on voudrait vous inviter à vraiment prendre en main la journée et véritablement participer activement aux échanges qu'on a prévus. Et donc, bon, il y a différents intervenants, des répondants qui vont, je dirais, amorcer le dialogue avec eux, mais sentez-vous à l'aise, dès que vous avez une question, de faire un petit signe. J'essaierai de tenir le micro destiné au public pour dire que vous avez envie d'intervenir. Bref, participez activement. Dernier petit mot avant de céder la parole aux intervenants suivants.
On a pris lors de la première journée des Rimel, on avait un programme extraordinairement serré, bien plus serré que celui d'aujourd'hui. Et du coup, pour faire tenir le programme, et plutôt que de jouer au jeu des petits papiers, il vous reste 5 minutes, etc., et sachant en plus qu'on a pris déjà un certain retard dont nous sommes, bien évidemment, nous les organisateurs responsables, ce qu'on va essayer de faire, si vous le voulez bien, c'est d'utiliser ma petite poigne à clochette pour vous avertir, ceux qui sont sur scène, qu'on en est arrivé à peu près à 25 minutes et qu'il vous en reste une vingtaine. Je le prends évidemment, donc c'est soit vous le voyez comme un coup de poing américain à clochette, soit vous pensez quand vous étiez petit aux albums Disney et au moment où la fée Clochette vous disait de passer à la page suivante. Hein. Donc c'est une manière, voilà, de ponctuer le temps. Tu veux qu'on en parle, David, de la fée Clochette et de tes souvenirs d'enfance? Va dans ta chambre. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Voilà, et donc Julie va nous présenter les deux...